Bienvenue à Virage pour notre première émission de la saison. Nous avons en studio le Subaru Forester e-Boxster version hybride. En chronique, on va s'entretenir avec Richard Pelchat de Silverwax. Aussi, on va parler avec Patrice Ouellette de 48 heures par jour en direct de l'Europe. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On va le découvrir un petit peu plus tard. Avec Marc Bouchard, on va avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie. À la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi aujourd'hui à l'émission, Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Salut messieurs, bien content de vous retrouver. Pareillement, Daniel. Merci. Bon, vous avez eu un été correct? Été correct. On a profité de la belle température, évidemment. On a fait de la route pas mal, mais on s'est amusé aussi beaucoup. Ah oui, Jacques, tu es allé t'amuser dans le coin de la Gaspésie encore cette année? Gaspésie, Nouveau-Brunswick, j'ai fait presque 9000 km dans mon été. C'est-à-dire mon été, mon mois d'avril à venir, justement, à la semaine dernière. Bon, tant mieux si vous en avez profité. C'est le fun. Je suis content de vous retrouver en forme parce qu'on a une grosse saison qui s'annonce. Beaucoup de matériel à l'émission, beaucoup de choses, des nouvelles voitures. Mais on va avoir nos mêmes chroniqueurs. Faites-vous-en pas. Ceux que vous aimez vont être là, les Dernay, les Silverwax, etc. On va avoir beaucoup de gens avec nous, encore une fois, que vous appréciez. Et en studio, nous avons, ça commence fort, Subaru Forester e-Boxster, donc version hybride du Forester. On l'a modifié récemment, ce véhicule. Et là, on arrive avec une version hybride, mais davantage à la sauce Subaru qu'à la sauce Toyota, parce qu'on est habitué dans l'hybride du côté de chez Subaru on empruntait le système presque au complet de Toyota pour le placer dans son véhicule. Là, on a fait les choses un petit peu différemment avec cette voiture-là. Donc, on a notre moteur Boxer. On n'a pas utilisé le système, c'est-à-dire le système hybride de Toyota, qui veut dire un moteur à l'arrière pour avoir le système de traction intégrale. On a un arbre de transmission de l'avant jusqu'à l'arrière pour garder les propriétés Subaru. Donc, on a fait quand même un très bon travail avec ce véhicule. Vrai, mais en même temps, ça nécessite certains compromis au niveau de la consommation. Ouais. Parce que le système Toyota est généralement beaucoup plus économique, alors que du côté de Subaru, on va se dire les vraies affaires, on n'est pas vraiment dans les miracles économiques, là, hein? On nous annonce 6,9 selon Ressources naturelles Canada. Moi, j'ai fait un court essai. Hein, je vous avoue que j'ai pas été très, très loin, mais j'ai pas fait mieux que 7,2, 7,3. Alors qu'un Forester ordinaire, tu fais 8,3. On n'est pas vraiment dans une grande économie de carburant. Et il faut rappeler aux gens que c'est un hybride traditionnel. Ce n'est pas un hybride branchable, donc il n'y a pas d'autonomie électrique. Il y a une batterie 1,1 kWh, batterie lithium-ion. Donc, c'est vraiment là, et avec un moteur électrique qui agit un peu comme une génératrice au niveau de la transmission. Donc, de ce point de vue-là, on aurait peut-être aimé un peu plus d'économie. Je pense que ça, c'est peut-être le point faible du véhicule. Pour le reste, on est dans une vraie Subaru. Hein? On le sait, le Forester, bien, tu l'as dit, Daniel, a été remanié un peu. On a modifié des choses. On arrive avec un véhicule qui est à peu près similaire à ce que l'autre nous propose, sauf que l'autre élément, c'est que si on veut le e-Boxer, il faut aller dans les versions haut de gamme et donc dans les versions... On a une seule version au Canada de c'est ça. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, je pense qu'ils ont 3-4 versions. Exactement. Mais nous, il faut vraiment aller dans la plus haute gamme. Donc, on parle d'un véhicule qui vaut au-delà de 55 000 ou à peu près. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent, bien que vous ayez la totalité de l'équipement. Panneau numérique, là, tout est là. La seule affaire, en fait, puis je vais laisser Jacques parler du moteur et de tout ce qui va avec, mais l'affaire qui, moi, m'a agacé dans les communiqués de presse du fabricant, c'est les pneus. C'est monté sur des pneus 19 pouces avec des jantes au design unique. Hein? C'est vraiment... Ce sont des jantes particulières. Mais les concessionnaires n'ont pas de pneus d'hiver pour le Subaru Forester e-Boxster. Alors, tu dois changer tes jantes en hiver pour être capable de mettre des pneus d'hiver. Donc, évidemment, c'est des coûts supplémentaires. Je comprends qu'on a voulu jouer la carte de l'esthétique, mais peut-être qu'on pourrait regarder le côté pratique un peu.
Et donc, ça me dérange. Mais pour le reste, on est dans un Forester, dans tout ce qu'il y a de traditionnel, les hors-routes, tout ce qui va avec. Et honnêtement, de ce point de vue-là, c'est bien réussi. Oui. Bien, c'est à mon tour. Oui. Je pense que oui. Mais on recommence. Alors, il faut vraiment être certain qu'on a le bon timing. Bien, la Subaru, ça avait été lancé en 1989, si on se souvient bien. C'est la 6e génération. C'est un véhicule qui a été redessiné pour le mois de mai en 2024. Et on vient d'arriver justement avec le nouveau e-Boxer, qui est une belle voiture, qui est un beau modèle, un beau design et qui est intéressant. J'aime ça quand tu parles au niveau de comment ce que le véhicule est au niveau des pneus ou ces choses-là. C'est décevant. C'est décevant parce qu'on s'attend, de Subaru, on s'attend à plus que ça. Une autre chose que je trouve qui est intéressant, c'est que, premièrement, un moteur 2,5 litres électrique, c'est-à-dire hybridation légère, là, et qui fait 194 chevaux, petite batterie, tu l'as dit. Parce que dans la compétition, il y a des places que c'est même 0,9, alors 1,1. 1,1, on va pas vraiment virer loin avec ça. L'économie, 7,7. Moi, j'ai fait du chemin là, un peu bien plus autour de 7,7 que 7 km. C'est une voiture bien construite, plus de soudure supposément sur cette voiture-là pour la rendre plus rigide, plus solide. On a mis une colle là, qui va sur les tôles pour pouvoir la sceller comme il faut pour que vraiment que les suspensions puissent faire leur travail. C'est une voiture qui est silencieuse. C'est une voiture qui a un bon volant qu'on peut prendre en main. C'est une voiture qui est bien adaptée pour les routes québécoises parce qu'elle a une suspension molle. Et Subaru font beaucoup de publicité dans le hors-route, dans les paysages lointains, près des lacs, dans des gravels, etc. Une suspension molle en rallye ou n'importe quoi, c'est fait pour ça. Alors, Subaru ont fait ça. Ils n'ont pas fait juste pour le Québec, mais ça a drôlement bien tombé. Tu sais. Alors, c'est l'idéal pour l'hiver, c'est les types de suspension-là, avec l'arbre, au lieu d'avoir un petit moteur en avant, un petit moteur en arrière qui fait transporter ça. La carrosserie, je parlais de la rigidité. Le toit, il est fait pour supporter environ 800 livres. C'est important parce qu'il y a des gens qui mettent aujourd'hui, tu sais, les fameuses tentes sur les toits et qui chargent beaucoup là-dessus. On oublie que... Est-ce que le véhicule est fait pour ça? Il y a une limite à ça, tu sais. On parle aussi de remorquage, aller jusqu'à 3500 livres. Moi, je crois vraiment là, que quelqu'un qui va accrocher une petite roulotte ou quelque chose derrière ça, 3500 livres, la hauteur qu'il y a le véhicule, avec les suspensions molles comme celle-là, il est mieux d'être équipé de bonnes barres stabilisatrices parce que ça va se promener, mais pas à peu près. T'sais. Alors, bon système de son, bonne finition intérieure, des bons sièges confortables. Quand on parle d'économie, moi, je me dis, entre ce véhicule-là qu'on a ici et le modèle ordinaire, si on peut l'appeler de même, là, il y a presque 3000 $. Il y a environ 3000 $ de différence. Pour réattraper le 3000 $ de plus qu'on dépense, pour une petite économie d'à peu près 1 litre au 100, tu vas rouler avec le véhicule là, pendant 8 ou 9 ans avant de faire ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, Jacques, c'est que, d'abord, vous avez le pied pesant, messieurs, parce que moi, j'ai réussi à faire du 6,9, exactement 6,9 sur du Québec-Montréal en termes d'économie. J'ai trouvé que ça allait bien. J'ai trouvé que la transmission allait bien également. Aussi, ouais. C'est doux, c'est insonorisé, c'est plate à conduire à mort, puis j'ai dit probablement que je vieillis parce que j'aime ça. Fait que je me suis dit, je prends de l'âge. Fait que c'est confortable, faire de la route, c'est parfait. Regarde-moi pas, Daniel. C'est la sauce Toyota, parce qu'on sait que Toyota est un petit peu dans Subaru. Oui. Et ce qu'on aime faire, c'est de diminuer les capacités moteurs ou les puissances moteurs pour gagner en longévité. Et sur le moteur Boxster, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on a mis le cycle Atkinson sur le moteur Boxster. Oui, oui. On a réduit la puissance. On va chercher quand même de l'économie comparativement à un moteur à essence normal. Mais surtout, d'après moi, on va aller chercher beaucoup de longévité. C'est ça qui va faire une bonne différence. C'était déjà des bons moteurs. Donc, s'ils forcent moins, si on a un cycle qui est à point dans ce moteur-là, je pense qu'on peut aller chercher des années d'avance. Modèle hybride,
Vous avez parlé de la batterie 1,1 kWh qu'on a transférée. D'ailleurs, hein, Toyota aime la mettre sous les sièges et là, on l'a mis en arrière. Bon, ça enlève un pneu de secours. Ça, c'est Par contre, ça n'enlève pas d'espace de chargement. Mais ça n'enlève pas d'espace de chargement. Là, les hybrides, puis c'est pas Subaru, je m'adresse à l'industrie automobile au complet, les batteries de 0,9, 0,8, 0,7, 1, 1,1 kWh, ça finit. On pourrait mettre du 2 kWh pour aller gagner davantage d'autonomie électrique, autant sur l'autoroute que dans le trafic. Et là, on ferait des hybrides traditionnels, des véhicules presque parfaits. Ça fait que ce véhicule-là, moi, je le trouve dimension. C'est sûr que le design en avant, c'est tel que tel. Moi, ça me laisse un peu froid, mais il est à peu près parfait dans sa conception, ce véhicule-là. Fait qu'il resterait juste un petit peu plus d'autonomie. Le système d'exploitation qui est lent, Caroline, c'est beau, là, avec le bloc instrument maintenant digital, les grands écrans également, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il reste ça à améliorer. Quelques petites affaires, mais je suis obligé de dire que dans la famille Subaru, le Forester et la version hybride, là, ça devient ma préférée. Ouais, je suis d'accord, mais un Forester, ça a toujours été tout ce que tu viens de mentionner. Oublie la motorisation hybride. Je ne l'aimais pas, moi, au niveau du style. Bien non, mais le style... du rendement, c'était le style, bruyant. je veux dire, on l'a dit à plusieurs reprises chez Subaru, là, ce serait le fun qu'ils s'engagent des stylistes peut-être un peu moins conservateurs. Mais au-delà de... Parce que le changement, il n'y a aucun changement physique là, entre le E-Boxer puis le Forester traditionnel. Non. Il y a des étiquettes E-Boxer sur le côté. On l'a changé l'année passée. L'année passée. Mais pour le reste, tu as raison. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais le rouage intégral continue d'être efficace sur ce véhicule-là. Il faut en parler. Et il y a tous les éléments aussi de sécurité dont on n'a pas parlé. Le EyeSight qui va super bien. La caméra 360 qui est disponible, surtout en route. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'équipements. Oui, il est cher, à 55 000, mais c'est un véhicule, tu l'as dit, qui va être durable. 194 chevaux, on aurait peut-être aimé un petit peu plus, mais bon, ça va. Mais ça va surtout être durable. Subaru aime dire 96 de nos véhicules des 10 dernières années sont encore sur la route. Oui. Je pense qu'on comprend pourquoi quand on a conduit ce véhicule-là. Merci, messieurs. Plaisir. On se revoit plus tard. Plaisir, merci. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, Richard Pelchat s'installe. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes de retour et je suis maintenant en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Ben oui, très bien. Alors, Richard, grosse nouvelle pour nous aujourd'hui parce que tu nous avais un peu parlé l'an passé, vers la fin de la saison, que tu avais quelque chose de gros à nous annoncer, une nouveauté, et c'est là. Donc, on va parler de différentes affaires, mais d'entrée de jeu, il faut que tu nous parles de ta grosse nouveauté. Oui, bien là, en réalité, on avait parlé de la série Diamond, toute la série Diamant complet avec les scellants, effets Lotus, ces choses-là. Par contre, on avait parlé un petit peu de Nano X5 puis Nano One. Nano X5 est maintenant disponible dans la série Diamant. Ça veut dire beaucoup plus dur, plus de durabilité, puis beaucoup plus de brillance avec cette chimie-là. Ça, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton produit, ton meilleur produit que tu as chez vous, oui. À tout le moins le plus apprécié, devient encore meilleur. Oui, oui. Wow! Fait que ça change toute la donne. Oui, bien, c'est... À un moment donné, ça n'arrête pas, nous autres. Hein? La chimie, on est toujours en recherche et développement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on l'a dans Nano X5, puis Nano One va venir bientôt. Dans quelques mois, il va être disponible, ces tablettes. Pour le moment, il est en production, mais Nano X5 il est disponible, production. Profites-en donc pour deux choses. Je veux savoir, Diamond, pour expliquer aux gens, Diamond série, ça veut dire quoi? Oui, la série Diamant, c'est de la poussière de diamant qui a été mise dans le produit. Puis la poussière de diamant, ça a l'air de du marketing. Tu dis, écoute, rendu que je mets de la poussière de diamant dans mon produit pour protéger ma voiture, là, c'est poussé un peu. C'est de la chimie. C'est de la poussière de diamant qui est broyée, qui est extrêmement fine. Par contre, quand elle est dans la solution, elle est prise dans le céramique coating, ça fait une protection encore beaucoup plus dure. Plus dure, plus de brillance en plus. Fait que par défaut, ça renforce le céramique coating qui est à l'intérieur. Ça, c'est toute la différence et ça fonctionne. Ça veut-tu dire une durée de vie plus longue? Oui. Par défaut, ça va durer. Surtout que nous autres,
quand on parle de protection, il ne faut pas oublier qu'on parle de protection dans nos hivers au Québec. OK. Je ne parle pas d'une protection en Floride. Quand je vois les gens qui disent « Ah, ben moi, mon céramique coating, il t'offre 10 ans. On est au Québec, c'est complètement différent. Nous autres, on a des cailloux, on a de la neige, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut recevoir sur la voiture. Nano X5, lui, il va le protéger pendant 5 ans. OK. Nano One, Nano X5, rappelle-nous rapidement la différence des deux produits. Oui, la différence, Nano X5, c'est un produit qui va protéger pendant 5 ans. OK? Tout ce qu'on va demander de faire, c'est de mettre un petit peu d'effet lotus à tous les 9 mois à peu près, une petite couche d'effet lotus pour garder l'effet perlant et l'effet brillant. Ça l'entretient, le céramique. Nano One, c'est 3 ans. C'est la seule différence. C'est dans le même type de chimie. C'est juste une question de temps. C'est une question de coût aussi. Oui, c'est ça, du budget, là, Ouais, si tu veux. ouais. Budget, durabilité. Exactement. Fait que ça, c'est... si t'es loué 4 ans comme ton véhicule, tu mets le One. Bon, ça peut faire Avec absolument. l'effet Lotus, puis tu le fais. Tu sais. Parce que la différence n'est pas grosse. OK. Puis ce qu'il faut savoir aussi au niveau des céramiques coating, ce que je vois qui... Les gens me parlent le plus présentement, c'est que des fois, la voiture, on dit toujours un céramique coating, oh, on met ça sur une voiture neuve, on met Le ça... plus neuf possible. Ouais, le plus neuf possible, ou qui vient d'être poli, il n'y a pas d'égratignure. Bien là, j'ai des clients qui commencent à venir me voir et me disent, gars, Richard, moi, mon char, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, mais je veux qu'il arrête de vieillir. Fait que là, puis je veux moins l'entretenir. Fait qu'on lui dit, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre Nano X5 sans problème ou Nano One. La même affaire, c'est que tu fais une décontamination. Hein, tu fais nettoyant pour dépôt ferreux, bord d'argile, puis après, tu le poses. Il n'y a aucun problème. C'est que tu vas arrêter Tu fais une le remise à vieillissement. neuf de ta carrosserie. Exactement. Les gens, il faut qu'ils savent ça, puis ça va demander beaucoup moins d'entretien et la voiture va vieillir beaucoup moins vite. On en a parlé, là, mais juste parler de l'application, puisque tu es dans l'application. Le X5, entre autres, on applique ça à peu près partout, sauf les vitres. Hein. Je l'ai posé Les justement. plastiques, les phares. Je viens de poser justement, j'ai aidé mon beau-frère, il y a 2 semaines, à le poser sur son véhicule, il venait de changer de son véhicule, puis on a mis sur la peinture, on a mis sur des sémoulures non peints, on en a mis sur les balais d'essuie-glace, le dessus, là, OK. pour protéger ça, le petit plastique ou les Oui, essuie-glaces. ça ternit, ça. Oui, exactement. La seule place j'en ai pas mis, c'est ses pneus puis ses vitres, c'est tout. J'en ai mis Les partout. roues, les roues d'alliage et tout. Il y avait même un pare-pierre transparent en avant, là, une pellicule plastique. On l'a mis par-dessus, ça protège. Un céramique coating, c'est microscopique, ça rentre dans les pores et ça scelle complètement. Donc, disponible bientôt, toute nouvelle série Diamond Oui. dans le nano. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel parce que le produit était exceptionnel. Donc là, on s'en va à un autre niveau. Tu voulais me parler des phares et de Oui. la restauration des phares avant. Peut-être, là, ça serait le temps de le faire. Bien, c'est un petit peu pour ça que je l'amène. Parce que hein, on s'en va vers l'hiver. Là, cet hiver, on ne pourra pas le faire parce qu'il fait froid. Et puis, tu sais, c'est de la sécurité. Les phares, on le sait, ils viennent, qui usent, et ça se répare des phares. C'est vraiment, vraiment simple. Tout ce que ça prend une perceuse idéalement électrique. Si on en a une à batterie, ça peut faire, mais il faut qu'elle tourne rapidement. Puis c'est des petites étapes très simples. Ouais. 3 papiers sablés, on a tout dans le kit. Vous avez absolument tout. Il y a un petit... Il y a un tampon d'appui avec les papiers sablés à l'eau. Toutes les instructions sont dans la boîte. Je dirais là que ça prend quelqu'un qui n'a pas d'expérience, 20 minutes, une demi-heure, les 2 phares sont flambant neufs. Il reste juste à mettre une petite protection dessus pour l'hiver, puis c'est tout. Parce que les étapes sont simples. Papier sablé, après ça, bon, on tape en premier. On tape tout le tour de la lumière Ouais. avec un petit tape à découper. Là. On en met 2 couches idéalement. On passe les papiers sablés. Après ça, on polit justement avec le petit tampon d'entraînement qu'on met au bout d'une perceuse. Et on prend la crème, puis on polit, puis ça revient clair. Comme je dis, 20 minutes, une demi-heure, c'est fini. C'est pas compliqué. N'importe qui est À capable de quelle faire ça. reprise on remet juste la crème? Parce que... On peut le faire. Après quelques années, tu sais, ça recommence encore à partir, ce qui est tout à fait normal avec l'abrasion de la route. On peut le faire juste à la main à ce moment-là. Quand on l'a déjà fait avec un kit, on n'a pas besoin de le faire au complet. On peut juste avoir besoin d'un petit tampon comme ça, la crème, puis on le remet, puis ils vont venir neufs tout de suite. Mettons, là, qu'on a vendu notre voiture, puis il nous reste de la crème, puis là, on s'achète une voiture neuve. Est-ce qu'on peut mettre juste la crème sur la voiture neuve pour prévenir? Non, la crème en soi, c'est comme une pâte à polir. C'est un genre OK. c'est comme un compound, si je prends le terme anglais, là, une pâte à polir. C'est fait pour vraiment faire la finition et la lustrer comme elle est neuve, OK. en réalité. Donc, on ne l'applique pas sur un phare neuf. Non, on ne l'applique pas sur un phare neuf. prévention. Non, pas du tout. C'est pas une protection. C'est quelque chose qui va corriger le côté fade de la lumière, tout simplement. On reste dans la protection et on reste dans la cire parce que là, tu nous as amené différents types pour s'occuper de notre carrosserie. Oui, j'ai amené une petite crème égratignure. C'est un petit peu le temps encore avant l'hiver. Crème égratignure, souvent, les gens connaissent pas ça. On a une égratignure, on a été accroché un petit peu. Puis si la peinture, on voit pas la couche de fond qui est gris normalement ou blanc,
On peut l'enlever, l'égratignure. C'est facile. Tout ce que ça prend la crème pour égratignure avec un petit tampon. On met la grosseur d'un 2 là, tout simplement, puis on frotte. La beauté de la chose, c'est qu'on peut le faire 2 fois, 3 fois. Elle est profonde, la graphine. On peut le faire, puis le refaire, sans problème. OK. Vraiment, vraiment simple. Et l'autre, tu nous as amené quelque chose de plus sophistiqué un peu. Oui, un petit peu plus sophistiqué, mais pas plus dur. Les gens, il y en a qui vont entreposer leur voiture puis ils veulent la retaper, comme on prend l'expression. Polir aujourd'hui avec des orbitales. Je voulais juste l'amener pour faire un clin d'œil à ça. C'est pas compliqué. Tout ce que ça prend dans notre ensemble à nous autres, c'est 2 produits. On a l'étape 1, qui est la table de coupe, qui, elle, en réalité, va enlever les grosses égratignures. Et la deuxième étape, c'est une étape de finition qui va redonner de la brillance puis qui va redonner la couleur au véhicule. Puis c'est vraiment, vraiment simple. Quand vous venez chez nous... C'est la machine qui fait peur. Ah, Parce qu'on a tellement entendu parler qu'on défonce la peinture. Ouais. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais Oui, c'est le bon terme. On défonçait la peinture, puis là, ça prenait justement... Si on le faisait sur une porte, il fallait repeindre la porte au complet. Ouais. Donc là, c'est plus ça. Avec les orbitales, avant, ça, c'était des rotatives, des machines qui faisaient juste tourner. Les nouvelles orbitales qui tournent, puis en plus, qui sont décentrées, si on peut... tu peux pas défoncer. C'est ça la beauté de la chose. C'est un petit peu plus long, il faut y aller plus tranquillement, beaucoup moins dur à faire, beaucoup plus facile, et la brillance est au résultat. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien, facilement. Quelqu'un qui est le moindrement manuel est capable de le faire avec ses orbitales. Ça va prendre, après 5-10 minutes là, de jouer avec la machine, il va pouvoir faire le véhicule au complet. Richard, on se reparle bientôt, cette fois-ci, pour préparer notre voiture pour l'hiver. Ah oui, absolument. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on va bien rester là. Nous sommes de retour et j'ai avec moi en ligne Patrice Ouellet de 48 heures par jour. Patrice est en Europe. Salut, Pat. Salut, Daniel. Comment ça va? En pleine forme, dans le vieux continent, comme on dit. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas en Europe? Tu es où exactement et pour quelle raison? Ben, je suis dans la région de la Loire, Daniel, ici, pour une série de conférences pour 2 mois. Okay. Un séjour qui est quand même assez long, qui va m'amener également en Italie. Mais conférences, autant sur le secteur de l'automobile que le leadership. Donc, toujours intéressant, Daniel, comme tu le sais, le marché européen de l'automobile est tellement différent du marché canadien et nord-américain. Ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines, Pat, c'est qu'on va se parler assez régulièrement, puis tu vas observer justement le monde de l'automobile en Europe, savoir un peu ce qui se passe là-bas, pouvoir décortiquer pourquoi ils ont tel type de véhicule, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne là-bas, pourquoi on n'a pas ça ici. Essayer de comprendre un peu aussi leurs lois, leurs réglementations. Ils ont plus de voitures chinoises là-bas. Pourquoi nous, on n'en a pas ici? Fait qu'on va avoir plusieurs points à discuter. Absolument, Daniel. C'est un excellent point. Puis si on embarque là-dessus, parce que c'est un sujet d'actualité, on sait que les véhicules, l'industrie de l'automobile chinoise, Daniel, il ne faut pas l'oublier, c'est 60 des véhicules électriques sur la planète viennent de la Chine. 60 Donc, c'est un gros compétiteur qui est très subventionné, puis il peut rentrer à peu près n'importe où, sauf en Amérique, parce qu'on lui a imposé des tarifs de 100 Mais la plus grosse barrière à l'entrée, Daniel, puis je pense que c'est ça qui fait la grosse différence, c'est qu'en Amérique, la voiture qu'on appelle la voiture urbaine, la micro-voiture que les gens achètent et qu'ils utilisent pour se déplacer en ville, c'est pas un phénomène, je pense que c'est un phénomène qui s'en vient en Amérique du Nord, mais on n'est pas encore rendu là. Ce qui fait qu'ici, la voiture chinoise à 15 000 €, même si elle est tarifée à 30-40 ce qui est le cas présentement, elle prend du marché. Présentement, une MG3, qui est une excellente voiture chinoise, Daniel, se vend 5 000 € de moins qu'une Toyota Yaris hybride. Donc, tu vois déjà qu'il y a quand même des grosses différences. 5 000 € en dollars canadiens, c'est quoi? 8-9 000 $? 8-9 000. Donc, c'est majeur comme différence. J'espère. Fait que ça fait toute une différence pour nous autres, parce que même à 100 même je pense que ça serait compétitif d'avoir une voiture comme ça. Même à 100 de tarif.
Absolument, Daniel. Les Chinois en sont très, très conscients, mais est-ce que le consommateur est prêt à acheter une voiture urbaine qui a moins d'autonomie, évidemment? Tu peux même pas aller à Québec-Montréal sans te charger, mais c'est vraiment une voiture à faible autonomie, mais extrêmement pratique, qui est facile à se déplacer, à stationner. On sait que la réalité des grandes villes d'Europe est très différente de ce qu'on vit en Amérique du Nord. Un autre phénomène, Daniel, que je voulais te parler, et puis qui m'a frappé un peu, je parlais avec un de mes amis aujourd'hui, j'embarque dans sa Ford Transit, qui a 12 ans. L'espèce de grosse Ford Transit qu'on a aussi au Canada. Puis il y a comme un gros écusson jaune, un gros tag jaune qui est collé sur le pare-brise. Et je lui demande, tu sais quoi ça? Ben, tu sais, comme ma voiture a plus que 10 ans, il y a certaines villes où si je rentre, je vais être détecté par des photos radars, puis je vais recevoir une contravention parce que la voiture a plus que 10 ans. Donc, dans la tête de la réglementation, elle va être plus polluante. Fait que il y a certains territoires où l'année modèle du véhicule n'est pas autorisée à rouler sur les routes. C'est assez particulier, là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut voir et que je pense qu'on va voir de plus en plus un peu partout à travers le monde. Mais en France, écoute, même les voitures là, à essence, on voulait les interdire dans les grands centres-villes. Donc, voitures à essence, je regarde à Paris, Lyon, les grandes villes, en France particulièrement. Il y a seulement les véhicules hybrides ou électriques qui peuvent aller à certaines heures de la journée. Ça va varier selon le type d'auto et l'année modèle. Et c'est là que les espèces d'écussons qu'on met sur le pare-brise, qui sont détectés par des caméras intelligentes, permettent de dire si tu peux aller dans tel secteur de la ville ou pas. Et ça varie, Daniel, aussi, selon l'heure de la journée. C'est pour vous dire comment est-ce qu'eux sont vraiment, vraiment en avance sur où on est présentement, là. Patrice, écoute, tu vas continuer d'épier l'industrie automobile en Europe. Lors de notre prochain entretien, on va parler aussi de Renault. Je pense que c'est bien important de parler de Renault. Tu as observé des choses là-bas. Alors, on va se reparler très bientôt, Pat. On va aller encore plus loin dans l'industrie automobile de ce qui se passe en Europe. Merci de faire nos yeux et nos oreilles en Europe et d'épier le marché pour nous. Puis on se reparle très bientôt, Pat. Merci, Daniel. Salutations à tous les auditeurs. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient. Voici de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs nouvelles, on y va tout de suite. Bien, en fait, c'est surtout le Salon de l'Auto de Munich qui retient l'attention. Ça s'est déroulé au cours des derniers jours. Ça remplace le Salon de Francfort, qui était un des grands salons du monde. Mais là, évidemment, on est beaucoup plus réduit en termes de superficie, beaucoup plus réduit aussi en termes de nouveautés, même s'il y a quand même eu 40 premières mondiales au Salon de Munich. C'est énorme. Là-dessus, il y en a 27 qu'on ne verra jamais chez nous. Bon, tu sais, les Renault Clio et autres de ce monde. Il y en a quand même quelques-unes dont je vais vous parler parce que je sais à quel point tu aimes ça. Oui. Mais celle qui m'a marqué, moi, c'est la Audi Concept C. En fait, la Concept C, c'est la nouvelle TT, tout simplement. Audi nous avait dit non, on ne reviendra pas avec une TT, oubliez ça, ça ne sera jamais électrique. Et pourtant, on nous arrive avec un véhicule qui ressemble à s'y méprendre à la Jaguar type 00. Surtout la portion avant. C'est incroyable, hein? C'est certain que ça sortira pas comme ça. Bien, pas du tout. Oublie ça, là, ça peut pas. On arrive quand même avec une nouvelle plateforme, la plateforme qu'on appelle PPE, qui permet d'avoir jusqu'à 600 km d'autonomie. Cycle européen, il faut le rappeler. Donc, 150 de moins chez nous ou à peu près. Quand même, une batterie de 100 kWh, une architecture de 800 volts, donc une recharge super rapide, et 470 chevaux. Donc, c'est quand même un véhicule qui va se déménager. On dit qu'il pourrait sortir en 2027 comme TT électrique. Mais tu l'as dit, si ça ressemble à ça, ils vont en vendre 3, ça va finir là. Exactement. Puis, on annonce ça loin parce qu'on va voir aussi, on va analyser le marché du véhicule électrique. Comment ça va aller, puis après ça, on va prendre la décision. Mais Audi a quand même dit que leur objectif était de passer à 2 millions de véhicules vendus par année, alors qu'actuellement, ils sont à 1,2.
ça commence à être un défi de taille, je te dirais. Bien, le 800 000, ça sera pas ça. C'est pas là qu'on va aller le chercher. Non, fait que c'est ce qu'on va voir, en tout cas. Toujours, évidemment, du côté des Allemands, BMW qui est arrivé avec le iX3. Encore une fois, véhicule 100 électrique, 84 kWh de batterie. Intéressant parce qu'il a vraiment un beau look. Je trouve qu'il est magnifique. Ils ont vraiment bien réussi. Bien sûr, toutes sortes de technologies à l'intérieur. 400 chevaux de puissance. Recharge rapide, bien entendu, qu'on dit en 28 minutes sur une borne rapide, jusqu'à 250 kW. Donc, on verra ce que ça va donner. La grande nouveauté, c'est l'écran intérieur, 14,9 pouces, donc 15 pouces. Un nouveau système iDrive. On s'en va du côté de l'écran de Lincoln, là, au niveau de la présentation. Oui, on est en écran horizontal et on dit que c'est un tout nouveau système iDrive 9, ce qui ne sera pas une mauvaise chose parce que le système BMW n'était pas nécessairement parmi les plus simples de l'industrie. J'avais peur pendant un certain temps au niveau du langage design de BMW, qu'est-ce qu'on s'apprêtait à faire. Puis là, je trouve qu'on est parti, on a réussi à amener ça dans le bon côté. Oui, on a éliminé l'espèce de calandre qui était un peu bizarre, là, puis on arrive avec quelque chose de plus passe-partout. Dans la série des concepts qui ont frappé fort aussi, c'est Hyundai avec son Concept 3, un petit concept d'une grosseur de Volkswagen Golf, que l'on dit on va la commercialiser en 2026. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est quand même... Écoute, on parle d'un véhicule qui a 300 chevaux, 450 km d'autonomie. Bien sûr, encore une fois, WLTP, donc c'est pas chez nous. Mais n'empêche qu'on ne sait même pas si ça va venir chez nous, d'ailleurs. Il n'y a rien de confirmé. Mais 0-100, 5,5 secondes, c'est pas excessif, mais pour un véhicule de cette taille-là, c'est quand même super intéressant. Donc, on verra ce que ça va donner et est-ce que ça va venir. Mais ça offrirait en tout cas une alternative beaucoup plus petite du côté de Hyundai. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bien oui, mais en tout cas, du côté de Kia, on a annoncé la EV3. Oui. Fait que là, c'est une EV3 pour Hyundai. Modifié, exact. Mais on n'a toujours pas vu cette EV3-là. Ce qu'on a vu, c'est les Ça fait 2 ans là, qu'on l'a présenté presque. Oui. Puis on n'a toujours pas de nouvelles. Puis là, on a parlé plus de la EV5 récemment que de la EV3. Fait que reste à voir ce qui va se passer. 4-5, mais la 3 qui a été présentée avant les 2 autres. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. On verra ce qui va se passer. Mercedes, qui est arrivé avec un nouveau GLC électrique, lui aussi, nouveau look, nouveau style, nouvelle technologie, une tonne de technologie à bord. Je ne prendrai pas la peine de faire la liste parce qu'on en a pour 15 minutes. Quand même, 530 km d'autonomie. On dit, par contre, qu'il est capable de regagner 250 km d'autonomie en 15 minutes au niveau de la recharge. Alors, si ça, c'est vrai, ce serait une bonne nouvelle pour Mercedes qui, rappelons-le, n'a pas nécessairement connu un grand succès avec les véhicules électriques à ce jour. Ceux qui ont vraiment dominé le show là-bas, c'est Volkswagen, qui ont présenté une flopée de véhicules dont on ne verra jamais la couleur chez nous, je te le dis tout de suite, dont la Volkswagen ID2 XX Concept, une sportive à 226 chevaux. Encore une fois, moteur électrique. On estime à 450 km d'autonomie. Ça ne viendra pas chez nous. La ID Polo, donc évidemment, c'est une version Polo électrique, ce que l'on rêve d'avoir chez nous, mais qui ne viendra certainement pas, on s'en doute. Le T-Roc, ça peut se discuter parce qu'on pense que peut-être il pourrait y avoir une possibilité qu'éventuellement il traverse, mais on n'est pas rendu là. Donc, et il y en a eu plein d'autres, le ID Cross, entre autres, qui est aussi un petit VUS renommé. Donc, on a vraiment travaillé fort du côté de chez Volkswagen pour l'électrification, mais je répète, aucune annonce pour l'Amérique du Nord. Je comprends pas les plans de Volkswagen. C'est quoi? On les a jamais compris. On va avoir un Tiguan, un Taos, une Jetta. Un Atlas. Amusez-vous avec ça. C'est à peu près ça. Un ID Buzz ici et là. Qu'on vend pas, mais Puis tous les beaux petits véhicules qu'on a en Europe, de belles dimensions, qui, d'après moi, auraient un succès ici fou, on les a pas. Non. Qui prend une décision? Pas nous autres, en tout cas. Y a-t-il quelqu'un au Canada qui défend Volkswagen? Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que les décisions sont prises aux États-Unis. Puis aux États-Unis, ils n'en veulent pas de petites voitures. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Une dernière, vite. Polestar 5. Nouvelle voiture de Polestar, 884 chevaux, 600 km d'autonomie. Un véhicule qui n'a pas de fenêtre arrière comme c'est maintenant. Comme la norme chez Polestar. Ben oui. Est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance? Je comprends pas. Merci, on peut le faire. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on revient rester. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Faites-le à grand nombre. C'est toujours intéressant de vous lire. Messieurs, on a quand même plusieurs questions. On va y aller immédiatement avec le marché du véhicule d'occasion. Et il y a beaucoup de monde qui sont découragés du marché des véhicules d'occasion parce que les prix sont chers, parce que les concessionnaires payent rien. Donc, on voit des véhicules comparables, puis c'est le cas d'Annie, elle dit pour ma Civic, on me donne 10 000, mais le modèle équivalent dans leur cours, ils l'affichent à 20 000. Ouais. Donc, c'est dur à s'y comprendre. Donc, le marché du véhicule d'occasion est complètement fou. Il n'y a rien à y comprendre. Et là, elle se demande est-ce que les prix du marché du véhicule d'occasion vont baisser? Bien, je vous dis non, ça ne baissera pas parce que les ventes des concessionnaires de véhicules neufs, de véhicules électriques diminuent. La rareté se fait, donc on ne reprend pas de véhicules. Par contre, magasiner. Présentement, il faut magasiner. Oui, un concessionnaire vous donne peut-être 10 000. Allez voir un concessionnaire de la même marque va peut-être vous donner 15 000. Ouais. Donc, ça varie beaucoup d'un concessionnaire à l'autre, d'un marchand de véhicules d'occasion à l'autre. Il faut magasiner et être patient. Et tu as raison de parler. C'est surtout, en fait, la particularité, ce sont les inventaires. On a vraiment pacté, si tu veux, les concessions quand on a vu arriver les tarifs de Trump. Et là, il n'y a rien de réglé. Les inventaires se vident tranquillement. Les moteurs à essence, ça se vend comme jamais. C'est vrai que les véhicules électriques, on parle d'une perte de 30 mais les autres, ça va quand même relativement bien. Ce qui fait qu'ils n'ont plus d'inventaire puis ils ne peuvent plus vraiment en commander aux États-Unis parce qu'il y a plusieurs modèles qui sont comme bloqués. Donc, effectivement, le marché du véhicule d'occasion est en progression et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, au moins, sinon jusqu'au milieu de l'année prochaine. Il n'y a plus rien à y comprendre, mais il faut magasiner. C'est le conseil d'usage, il faut magasiner. On regarde pour un Ford Escape 2021, 41 000 km, 2 litres, donc sont quand même un peu plus rares, les modèles avec le 2 litres. Je remarque très rarement un VTT sur 150 km. Est-ce que c'est un bon choix? Moi, j'ai pas de problème, surtout avec le 2 litres. Aucun problème. Oui. Bon, c'est un véhicule qui était solide, bien construit, transmission est correcte dessus. Ouais. Si le prix est intéressant, go. Oui, c'est surtout ça. On fait vérifier le prix parce que le reste, c'est pas un modèle, effectivement, qui a eu beaucoup de difficultés. On ne chicanera pas sur le prochain non plus, d'après moi. Un Kia Telluride X Pro. Hey, c'est rare qu'on parle des X Pro. Hein? Kia ne nous envoie pas ces modèles-là en essai, malheureusement. Non. Pourtant, on devrait en parler un petit peu plus. Donc, neuf, on veut le garder 7-8 ans. Est-ce que c'est un bon choix? Donc, c'est un excellent choix. Et la version X Pro, qui est une version habillée un peu plus hors route, devrait garder une belle valeur de revente. En théorie, je vous avoue que je ne sais pas trop au niveau de la fiabilité pour 7-8 ans, par exemple. Parce qu'il y en a qui ont commencé à avoir quelques difficultés avec les Telluride qui ont une couple d'années. Alors, honnêtement, je vous avoue que ça demanderait peut-être un peu plus de recherche à ce niveau-là, mais à la base, c'est effectivement un excellent véhicule. C'est un très, très bon. Il n'y a vraiment pas de problème là. Agréable à conduire aussi. Oui, c'est un beau véhicule. Et spacieux. Il y a une bonne espace à l'intérieur. On pense quoi du nouveau CX-5 de Mazda? Donc, c'est une évolution, mais je ne l'ai pas vu en vrai encore. Je ne l'ai pas essayé encore. Ça va se faire probablement après les fêtes seulement, début d'année, qu'on va pouvoir voir ce véhicule-là. J'aime qu'on soit resté dans les mêmes caractéristiques. Caractéristiques mécaniques, j'aime qu'on a gardé la transmission, j'aime qu'on a gardé les éléments mécaniques. On va arriver avec une évolution hybride. Même style. Par contre, ils sont mieux de garder le prix. Oui. Je ne sais pas aussi ils vont s'en aller avec ça. Si tu ne révolutionnes pas le véhicule, là, arrive pas avec des prix démesurés. Présentement, l'avantage du CX-5, là, c'est le prix. Oui. Mon seul reproche, c'est peut-être que j'aurais aimé une évolution plus marquée du design. Je trouve qu'on est resté vraiment, vraiment trop proche de ce qu'on nous propose depuis longtemps. Et ça commence à vieillir du côté de chez Mazda. C'est le fun, le design Kodo, là, mais ça fait quelques années qu'on le traîne. Là. Moi, je pardonne parce qu'on a nettement évolué à l'intérieur. Oui. Ça, au moins, l'intérieur, c'est très joli. Là, on a fait un grand pas en avant avec l'intérieur. Il ne faut pas trop leur en demander. C'est comme Subaru. Là. Ça a pris combien d'années avant qu'ils changent les intérieurs et le bloc instrument des années 80? Là, il arrive à la mode. Il y en a que ça prend plus de temps. Toi, Marc, avec tes chemises, ça va venir. Je me suis pas ennuyé tant que ça, cet été, finalement.
Véhicule électrique à plus de 1000 km. On entend parler de ça chez Toyota, même du 1600 km. Est-ce que ça va venir? Ça, c'est du rêve. Moi, on entend toutes sortes de choses au niveau de la recherche, mais est-ce que c'est commercialisable? Ça reste à voir. C'est ça. Et la question, c'est est-ce qu'on en a besoin? Tu sais, imaginez-vous, là, avoir une batterie qui fait 1600 km, c'est bien le fun, là, mais qui fait 1600 km d'un coup? Personne. C'est pas vrai qu'on a besoin. Et moi, j'ai retenu la citation de BMW il y a quelques années qui disait « Il y a personne qui a besoin de plus que 600 km dans la vie. » Et ils n'ont pas complètement tort, parce que les compromis techniques sont tellement grands pour aller chercher plus que ça vaut pas la peine. On a tous vu ces affaires-là, là, des concours qui n'en finissent plus, d'aller faire des distances de fou, mais la commercialisation n'est pas là, pas encore, et c'est pas demain la veille. Et à quel prix? Et à quel prix? Exactement. Et tu peux en avoir. Ils font, tu sais, tu peux avoir 1000 forces, 1500 forces sur des véhicules à essence, mais à quel prix? Ça coûte cher. Tu sais, versus... Alors, moi, je pense que si... Tu as raison, Marc, parce que si on réussit à arriver autour de 600 km avec un temps de recharge acceptable, Absolument. je pense que là, on va enlever l'anxiété de l'autonomie. Fait que ça, c'est probablement la prochaine génération de batterie, parce que, pas oublier là, que le bébé ne marche pas encore. Là. C'est embryonnaire encore, la voiture électrique. Là. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions au fil des années, sauf qu'il faut que les gouvernements arrêtent de vouloir nous les pousser dans la gorge, puis nous dire qu'on en a besoin, puis que ça répond à nos besoins, alors que ça répond aux besoins de bien des gens, mais pas tout le monde. Non. Fait qu'il faut attendre l'évolution normale du marché. Exactement. Fait que les fautifs là-dedans, c'est beaucoup les gouvernements, puis on n'a pas fini d'en parler. Je cherche une petite voiture d'étudiant style Toyota Yaris. Pourquoi il n'y en a plus? La Corolla est trop grosse et je comprends pas Toyota et les autres fabricants qui n'ont plus de petites voitures. Malheureusement, il faut s'en aller. Il y a Nissan qui persiste et signe là, dans le créneau. Il y a la Versa du côté de Nissan, mais ça achève ça aussi. L'avenue que Hyundai a oublié complètement que ça existe. Ouais, mais l'avenue, moi, je me dis, ce qui reste sur le marché, c'est peut-être ça, l'avenue. Nissan Kicks Play aussi. Pardon? L'ancien Kicks. Qui s'appelle le Kicks Play. Oui. Ça aussi, c'est pas très dispendieux. Ça peut aussi être intéressant comme voiture, comme véhicule. Mais des voitures à proprement parler, non, il n'y a plus rien. Ben non, il n'y a plus rien. Puis là, on apprend que Ford élimine l'Escape, qui est un des plus petits qui le reste dans leur ligne, puis qui n'ont pas rien annoncé qu'ils vont le remplacer dans un genre de petite voiture ou de petit sport utilitaire. Non. Il y en a 25 des petits véhicules en Europe. Puis ici, le Maverick va devenir le véhicule le plus petit. C'est pas si petit que ça, Maverick. Là. Oh. Ah ouais. Fait que c'est quand même étonnant, les choix. Infiniti QX50 2021, on demande 23 000 d'un concessionnaire. On en pense quoi? C'est pas cher, ça, QX50? C'est quand même le nouveau modèle. 2021. 2021? Pas cher. 23 000. Ça me fait d'ailleurs me questionner sur l'état du véhicule. Là. Ouais. D'autant que, faut le dire, le QX50, c'était pas non plus le mieux réussi. Une belle technologie de moteur qui n'a pas été une catastrophe. Un des premiers moteurs à taux de compression variable. Ben, le 2 litres VC, là. Ouais. Mais, sauf que... Pas eu de catastrophe avec ce moteur-là. Pas eu de catastrophe, mais tu n'as pas eu l'économie non plus. Ah non, il n'y a pas d'économie. Il annonçait l'économie incroyable, mais c'est pas vrai, là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu des problèmes à le vendre comme ils voulaient, là. Faut que Nissan s'occupe d'Infiniti. Faut que Nissan s'en occupe. C'est malheureusement, on n'en parle pas souvent. Mais moi, je le recommande, le QX50 à 23 000. Faites-le inspecter. Marc a une bonne idée là-dessus. Peut-être qu'il y a anguille sous roche. Vérifiez les prix. Vérifiez l'état de la carrosserie du véhicule, s'il a été accidenté ou non. Ça peut jouer sur le prix. Puis le reste, moi, j'ai pas de problème avec ce véhicule-là. Puis tu parles d'accidenté ou non. Aujourd'hui, un véhicule accidenté que ça a coûté 10, 12, 15 000 piastres de réparer, il n'y avait pas de dommages. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait un pare-choc à changer. Encore. Il y avait un pare-choc à changer. Oui, puis un coussin gonflable peut-être, un devant peut-être de radiateur. Mais le véhicule est en marche. Ça coûte une fortune de les réparer. Fait que s'ils disent accidenté, vérifiez ce que ça a coûté pour le réparer. Monsieur Martel, il dit « J'ai un budget limité. Je regarde pour acheter un F-150 2016, 186 000 km pour une compagnie propre. Je fais pas beaucoup de kilométrage. On en demande 23 000 quand même.
23 000. Le prix du QX50, hein, je te signale. C'est ça. Vous pourriez acheter un QX50, monsieur. Mais là, si on a besoin de la compagnie de Mettre une remorque en arrière. Inspection. On ne peut pas dire d'autre chose. 2016. Mais c'est pas un kilométrage qui est déraisonnable. Non. Puis, quand tu as un budget limité, Ouais. assurez-vous de ne pas avoir de grosses réparations à mettre sur le véhicule prochainement. Donc, faites inspecter transmission, moteur, transmission, différentiel. Si tout ça est bon, la carrosserie est en aluminium à partir de 2015. Ouais. Ça, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Donc, le rendement des suspensions et tout ça, je n'ai pas des grosses dépenses. Mais regardez les gros éléments mécaniques, puis moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr qu'il est à bout d'ordre. Il ne faut pas le pousser à bout au niveau du remorquage, mais pour le reste, ça va bien. Ben, le kilométrage, selon ce qu'il va faire par année, sur 5 ans, ça donne un aperçu de ce qu'il peut... Ça dépend de la motorisation. Si vous avez, il y avait le 5 litres puis le 3,5. C'est ça. 3,5, faites regarder les turbos, ces affaires-là. S'assurer que tout est correct. Si c'est le 5 litres, bien, juste que le moteur soit bon. Ils sont très Taux bons. de compression correct parce que le 5 bons. litres n'est pas tuable. Rapidement, on prend un RAV4 hybride ou on prend un CRV hybride? RAV4. Un RAV4, Le RAV4. un RAV4, puis moi, les deux. CRV ou RAV4. Moi, je trouve que le CRV est trop cher. C'est le prix. Bien, c'est ça. On s'entend là-dessus. C'est le prix, mais pour le système, pour la qualité du véhicule, pour le rendement, le CRV hybride fait vraiment un bon travail. D'accord, mais trop cher. Puis RAV4 hybride, il n'y en a pas. Fait que tu es souvent payé un peu plus cher que d'avoir un véhicule qui n'en a pas. Mais, Ça pourrait se discuter, mettons. OK. mais les Coréens, non? Les Coréens, non? Ben oui, il faut aller voir. Il n'y a Ben pas oui. juste ces deux-là. C'est vrai Ben qu'il y a ouais, le Sportage. Le Tucson. Il y a le Tucson et Sportage Ben qui, oui. sont, Ben oui. qui sont vraiment aussi à aller voir dans ce segment-là. Même le Ford Escape. Ben, Mais il Mitsubishi n'y a pas quatre Outlander. motrices. Hein? C'est un hybride branchable, mais vous l'avez pour le même prix que l'hybride de CRV, l'Outlander. Outlander. Outlander, c'en a un autre. Il y en a C'est plein. vrai. C'est un autre qu'on oublie, ça. Hein? Bienvenue, Marc Bouchard. Merci, Hey, messieurs. Ça fait plaisir. Merci. Cette première émission-là. On se reparle bientôt. Bien sûr. OK, merci. Alors voilà, c'est tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de Virage.